Bonjour, c'est Vincent. C'est la pause hivernale. Profitez bien de ces 2 épisodes et nous nous retrouverons le 8 janvier. Bienvenue sur Leadership, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadership. Cette semaine et la suivante, nous allons nous intéresser à la change readiness. C'est pas un mot qui se traduit hyper facilement en français et du coup je vais utiliser ce vocable anglophone pendant notre épisode. Mais en gros, la change readiness, c'est dans le readiness, il y a le fait d'être prêt au changement. Ça se traduit en général, à mon avis, assez mal par préparation au changement. Mais vous voyez qu'en français, préparation au changement, c'est un processus. Tandis qu'en anglais, readiness, c'est tu es prêt, tu es prête au changement à changer. Donc dans ces 2 épisodes, nous allons voir la change readiness. D'abord, premier épisode cette semaine, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce que ça peut donner, comment c'est construit, qu'est-ce qu'il y a dedans, en gros. Et puis, deuxième épisode la semaine prochaine, comment accompagner ou comment favoriser la change readiness au niveau de nos équipes, individuelles disons, mais aussi et surtout au niveau de nos équipes. On y va ? Alors c'est parti. Pourquoi changer ? Pourquoi s'occuper de change readiness ? On est le 13 février 2023. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de besoin de justifier, mais comme ça, quelques citations. Changement logistique important dû à la guerre en Ukraine ou à la Covid, c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça. S'adapter à des besoins, des pratiques de recrutement complètement différentes. S'adapter à des besoins de collaborateurs et de collaboratrices qui sont en train de complètement changer, pas seulement les collaborateurs, mais leurs besoins aussi. Et puis s'adapter bêtement à des changements du marché dans lequel une entreprise peut opérer. Imaginez, vous êtes un constructeur automobile et vos clients vous disent on veut des véhicules électriques. Et oui, et ça c'est un gros changement. Et je pense qu'une bonne partie de la leçon que nous allons tirer de ces changements, c'est que nous avons tendance, parce que nous sommes ingénieurs, techniciens, pragmatiques, à penser que ce sont les processus et les machines et les technologies qui nous font changer, et qu'en fait, ce sont les gens qui doivent changer, et c'est malheureusement plus compliqué. Mais il y a une grosse dimension humaine dans tout ce qu'on va faire, c'est pour ça que nous en parlons ici dans Leadership. Ces adaptations, on pourrait considérer que elle pourrait donner lieu à des projets de changement. On pourrait dire, électrification des véhicules chez Volvo, hop, projet de changement. Alors oui, c'est comme ça que ça se passait quand des changements, il y en avait tous les 4-5 ans. Et puis on faisait une réorg pour faire bonne mesure. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les changements que je vous ai cités, il y en a eu 4 ou 5 en 2 ans. Donc on n'a plus le temps de faire des projets de changement. On n'a plus le temps d'être dans une logique de projet de changement. Alors, qu'on est capable d'accompagner chez Coapta aussi, j'ai écrit un article de blog là-dessus d'ailleurs qui s'appelle Gérer le changement, vous pouvez retrouver sur Campus, www.coapta.ch/campus, moteur de recherche, vous tapez Gérer le changement, vous tombez dessus, on applique la méthode 5A de McKinsey, qui est super, qui est très bien, etc. Mais ce sont des projets de changement. Or le problème c'est que les changements deviennent de plus en plus fréquents, volatiles, importants, VUCA et toutes ces choses-là, donc on ne peut pas simplement avoir une logique de projet de changement, mais on doit passer à une logique de change readiness, justement. Une logique de je dois être prêt à changer, tout le temps. Alors, comment faire ? Disons, la première chose à dire, c'est que on ne peut pas simplement dire aux gens, écoutez, soyez résilients et puis démerdez-vous. On est obligé d'appliquer les principes de change readiness qu'on verra aujourd'hui au niveau individuel, certes, mais au niveau des groupes, des équipes, des départements, et au niveau de l'organisation, l'entreprise, l'association, etc. Alors, ça fait 4 minutes que je vous bassine avec la change readiness, je vous ai toujours pas dit ce que c'est. Définition. La change readiness, ce sont les croyances, les attitudes et les intentions concernant la mesure dans laquelle des changements sont nécessaires et la capacité de l'organisation à entreprendre ces changements avec succès. Croyances, attitudes et intentions concernant la mesure dans laquelle ces changements sont nécessaires et la capacité de l'organisation à entreprendre ces changements avec succès. Je sais, c'est pas la définition la plus facile qu'on a fait en 174 épisodes,
mais c'est une réalité relativement bien établie, relativement scientifique. Donc, il faut qu'on fasse avec. Vous voyez déjà, première chose, en définissant change readiness comme les croyances, attitudes et intentions, le mot croyance devrait vous alerter sur le fait que nous ne sommes pas dans un domaine purement cognitif. On va pas simplement parler de logique, mais on va aussi devoir parler d'émotions et d'affect. C'est peut-être la deuxième chose sur laquelle on va mettre le focus dans cet épisode, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de réfléchir, il s'agit aussi de ressentir, et de nouveau tant au niveau individuel que groupe qu'organisationnel. Alors, voyons change readiness individuel. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se construit? Eh bien, il y a le niveau cognitif et le niveau affectif. Qu'est-ce que le niveau cognitif? Eh bien, c'est un ensemble de 5 facteurs. Premier facteur, changer est nécessaire. Quelque part, quelque chose doit m'indiquer, quelque chose doit se passer, je dois observer quelque chose qui me fait penser que le changement peut être nécessaire, en tout cas qu'il arrive, en tout cas qu'il existe. Deuxième facteur, changer est une réponse appropriée au changement en question. C'est une bonne réponse. Changer d'outil, changer de processus, changer est une bonne réponse à la problématique. Troisième élément, changer va m'amener une certaine efficacité, une certaine productivité. Quatrième facteur, changer sera facilité par mes pairs et ma hiérarchie. Cinquième facteur, changer me sera bénéfique. Ça, ce sont les 5 facteurs cognitifs de la change readiness individuelle. Et donc, vous voyez déjà, quelque part, quelques axes de travail, dont on parlera un peu plus lors de l'épisode prochain, mais que si vous voulez développer la change readiness au niveau individuel dans votre groupe ou votre entreprise, vous devez permettre aux personnes d'exprimer et de mesurer ces 5 éléments. Est-ce que le changement est nécessaire? Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que ça va m'amener de la productivité? Est-ce que ça va être facilité? Est-ce que ça me sera bénéfique? Ça, c'est le niveau cognitif. Au niveau affectif, c'est plus simple. En gros, la change readiness va être élevée ou va être bonne quand la réponse affective, actuelle et future, est positive. En gros, ça veut dire qu'on va être capable de générer de l'émotion positive dans le changement. Voilà pour la change readiness individuelle. Au niveau collectif, en fait, donc collectif au niveau groupe et organisation, c'est pareil que pour l'individu, mais simplement en sens partagé. Donc, le premier élément de la change readiness individuelle, qui est changer est nécessaire, je pense, moi, Vincent, que changer est nécessaire, eh bien, au niveau groupe et organisation, c'est en tant qu'équipe, nous pensons que le changement est nécessaire, au niveau groupe, et au niveau organisationnel, l'entreprise pense que. Alors évidemment, c'est plus compliqué à mesurer, etc., puisqu'on est dans le collectif, mais on va prendre les mêmes facteurs, et cognitifs, et affectifs. Vous voyez, au niveau affectif, ça donne des choses intéressantes. L'entreprise génère des émotions positives dans le changement et dans le futur. Voilà ce que ça donne. Alors, peut-être quelques précisions au niveau change readiness collective, dans groupe et organisation. Par quel mécanisme est-ce que ça peut fonctionner? Eh bien, le premier, et ça ne devrait pas être une surprise pour vous, le premier, c'est que les gens, dans le changement, puisque changer peut paraître nécessaire, on va essayer d'anticiper, on va essayer de faire sens de ce qui peut aussi que va se passer, ou ce qui se passe. Et comment est-ce qu'on fait dans un groupe ou une organisation anticiper et fait sens? On parle. Et c'est ce qu'on appelle des rumeurs. Donc, arrêtons de considérer les rumeurs comme une chose néfaste. Les rumeurs sont une mesure du degré d'anxiété émotionnelle d'un groupe ou d'une organisation. Donc il faut les écouter et il faut les traiter. Deuxième mécanisme, change readiness collective, la comparaison émotionnelle. Donc je m'observe et j'observe les autres. Je réagis comme ça, mais comment réagissent les autres? Et en particulier qui? Mes collègues, mon chef, ma chef. Troisième processus, la contagion émotionnelle. Si les personnes ont la même interprétation des faits,
Le directeur s'est fait virer parce que il n'a pas su faire le changement. La contagion émotionnelle va se passer. Ça veut dire que si le directeur c'était quelqu'un d'apprécié et d'aimé, et puis que les gens vont commencer à avoir peur, comme l'interprétation du fait est la même, il suffit que moi je montre une certaine émotionnalité, un certain affect, et ça peut se répartir, comme un virus, d'ailleurs, se propager dans l'organisation. Quatrième mécanisme, il peut y avoir aussi quelque chose de rapide qui arrive au niveau de la change readiness collective, positive comme négative, parce que au bout d'un moment, les croyances vont être assez similaires entre les gens qui sont dans l'entreprise. Pourquoi ? On recrute déjà des personnes avec un certain profil. Ensuite, le mécanisme de sélection naturelle, on pourrait dire de l'entreprise, des gens qui s'y plaisent, qui ne plaisent pas, qui ont du succès, qui n'en ont pas, et puis le fait qu'on va licencier, ou on va se séparer, ou les gens vont partir quand ça leur convient pas, ou quand ça ne fonctionne pas. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une certaine homogénéité des croyances et des profils, et donc on a encore plus de chances dans une entreprise mûre, par exemple, qui a 50, 100 ans d'historique, d'avoir une contagion émotionnelle, une comparaison émotionnelle et des rumeurs, puisque les gens vont réagir de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est que même si les réactions individuelles peuvent être différentes, elles risquent d'être les mêmes au niveau groupe, justement à cause des processus précités. Donc même si vous parlez individuellement avec chaque personne dans votre entreprise et les gens vous disent non mais ça va finalement, je pense que changer est nécessaire et puis je pense que ça m'amènera un peu d'efficacité, cela ne veut rien dire sur le côté collectif qui peut être vraiment différent. Voilà pour la change readiness au niveau individuel et collectif, donc déjà quelques idées, quelques pistes que nous développerons dans l'épisode prochain. Alors, quels sont les antécédents de la change readiness ? À quoi est-ce qu'elle est due ? Ou comment est-ce qu'elle est influencée ? Alors, première chose, il y a évidemment des pressions externes. Alors on l'a dit avant, ce sont les changements du marché, les changements technologiques, etc. On va pas dire grand-chose là-dessus. Évidemment, ce sont des antécédents de change readiness parce que s'il n'y a pas ces pressions externes, la change readiness n'est pas nécessaire. Deuxième antécédent de la change readiness, le contexte interne. Et vous voyez comme le contexte interne joue un rôle important puisque là-dedans, on trouve la communication, on trouve le leadership de l'entreprise, on trouve la structure de l'entreprise, etc. Et vous voyez comme assez finalement intuitivement, on voit bien qu'une entreprise où avec un leadership faible, une structure hyper rigide et pas de communication, on s'imagine bien que la change readiness sera difficile à faire apparaître. Et il y a enfin, troisième antécédent de la change readiness, des caractéristiques individuelles. Alors individuelles au sens individu, au sens groupe et au sens organisation. On va les regarder dans l'ordre. Alors les caractéristiques intrinsèques individuelles, il y a évidemment l'historique personnel, l'expérience personnelle du changement. Est-ce que j'ai déjà vécu des réorgs ? Est-ce que je m'en suis bien tiré ? Est-ce que c'est allé ? Est-ce que j'ai su comment faire ? Donc l'historique personnel du changement. Deuxième caractéristique intrinsèque individuelle de la change readiness, le soutien organisationnel perçu au niveau de l'organisation et de la hiérarchie. Comment est-ce que mes pairs, mon chef, ma chef vont m'aider à passer dans le changement ? Est-ce que les gens qui amènent le changement, typiquement la direction, et les gens qui vont recevoir les changements, typiquement les collaborateurs, les collaboratrices, est-ce qu'il y a congruence ? Est-ce qu'il y a accord en particulier émotionnel entre ces personnes ? Ou bien est-ce que c'est juste comme la reine, j'ai oublié son nom maintenant, la femme de Louis XVI, Marie-Antoinette, qui quand le peuple a dit nous avons faim, fameusement elle aurait dit qu'il mange de la brioche, pardon. Donc il y a une espèce de déconnexion émotionnelle totale entre la reine et son peuple, et donc il peut y avoir la même déconnexion entre les agents du changement, typiquement la direction, et les collaborateurs et les collaboratrices. Et si il y a déconnexion, évidemment, c'est une mauvaise préparation, en tout cas c'est un mauvais élément pour la change readiness. Autre caractéristique intrinsèque individuelle, le contenu du changement. Est-ce que c'est un changement incrémental, transformationnel ? Comment est-ce qu'il va être perçu par la personne ? Est-ce que ça va me demander beaucoup d'efforts, etc. Dernière caractéristique intrinsèque, alors qui sont vraiment individuelles, ce sont les besoins et valeurs personnelles. Mon efficacité actuelle, ma disposition au changement en tant que personne.
Donc, historique personnel, soutien organisationnel perçu, contenu du changement, besoins et valeurs personnelles, ou en tout cas caractéristiques personnelles. Voilà pour les caractéristiques individuelles. De nouveau, vous voyez pas mal de pistes qu'on pourra exploiter lors du prochain épisode. Au niveau groupe, sensibilité sociale. On en a déjà souvent parlé. Comment est-ce que le groupe perçoit les émotions, justement, reparlons d'émotions, dans le groupe? Est-ce qu'il existe une vision claire du groupe, de sa mission, de sa raison d'être? Est-ce que, au niveau du groupe, la participation est élevée? La participation aux décisions, par exemple. Est-ce que la communication est de bon niveau? Et évidemment, notre favori, notre grand sujet au niveau des dynamiques humaines dans les groupes, la sécurité psychologique. Bonne sécurité psychologique voudra dire potentiellement bonne change readiness. Ça, c'est au niveau du groupe. Au niveau de l'organisation, un bon focus sur le futur, une stratégie claire, un design organisationnel flexible. On parle même de morphogenèse, ça veut dire de structures qui sont capables, au fur et à mesure, ad hoc finalement, de créer de nouvelles structures avec l'autonomie nécessaire pour faire face à différents sujets. On peut penser, un exemple de morphogenèse, c'est l'équipe qui s'occupe d'un incident qui doit réunir 2, 3, 4, 5 personnes de départements différents. C'est pas un focus group, mais c'est un peu la même idée. Maintenant j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle, des teams de gestion de crise par exemple. Donc ça c'est, si vous avez un design organisationnel flexible, que les gens peuvent, au fur et à mesure de ce qui se passe, pas changer l'organisation mais presque, évidemment c'est plutôt positif pour la change readiness. Une culture flexible, on a beaucoup parlé de culture ici sur Leadership, vous voyez que ça revient sans aucune surprise sur le tapis. Et puis alors, de manière très intéressante, la change readiness organisationnelle est inversement proportionnelle à l'ancienneté de la directrice ou du directeur. Ce qui est finalement assez humain, assez logique, mais assez difficile à changer. Alors, vous avez du coup les caractéristiques essentielles de la change readiness, en particulier au niveau intrinsèque, dans comment agir tant au niveau individuel que groupe qu'organisationnel. Donc historique personnel, soutien organisationnel perçu, contenu du changement, besoins et valeurs, ou en tout cas caractéristiques personnelles, sensibilité sociale, vision claire du groupe, participation et communication au niveau du groupe, sécurité psychologique, focus sur le futur, stratégie claire, design organisationnel flexible, culture flexible, et voilà, le CEO ou la CEO. Alors, avec une bonne change readiness, qu'est-ce qu'on a comme outcome, comme résultat? Au niveau groupe et organisation, c'est clair, ce sont de bonnes capacités de changement. En gros, ça veut dire qu'avec une bonne change readiness, aux 3 niveaux qu'on a cités, il peut arriver à peu près n'importe quoi. Votre entreprise, votre organisation est suffisamment malléable, mais en même temps solide, pour pouvoir répondre au changement. Ça amène évidemment aussi de la performance collective, parce que si vous faites tout ça, vous voyez que même s'il n'y a pas de changement grave, vous aurez de toute façon meilleur leadership, meilleure communication, meilleure collaboration. Et puis vous aurez évidemment, avec une bonne change readiness, des comportements de soutien dans le changement. Donc les employés vont essayer de participer activement, voire même de faciliter ou de contribuer au changement. Au niveau individuel, c'est pareil, on a aussi une meilleure performance, une meilleure attitude individuelle, ainsi que des comportements de soutien au changement. Donc, vous voyez comme cette change readiness, en fonction de ses antécédents, si elle est développée, vous amène de bonnes capacités à, on dirait gérer, mais à naviguer dans le changement. Alors, je suis bien conscient que c'est compliqué. Comment faire? Alors, comment faire? On va déjà voir à l'épisode suivant comment est-ce qu'on peut faire en tant que manager. Mais info@coapta.ch. Si ce sont des sujets qui sont d'intérêt pour votre équipe, votre département, votre entreprise, votre organisation, un petit mail, une petite conversation d'un quart d'heure, ça coûte pas grand-chose et ça permet déjà peut-être d'illuminer 2-3 idées clés pour votre problématique de changement.
C'est la fin de cet épisode, mais avant, je voulais remercier Hicham qui m'a fait un mail l'autre jour, puisque le site internet coapta.ch, qui entre parenthèses a changé, vous l'aurez peut-être vu, si vous n'avez pas vu, allez y faire un tour. Hicham m'a dit qu'il y avait des erreurs sur la partie podcast dans le site, et donc j'ai corrigé tout ça. Merci beaucoup Hicham. Entre parenthèses, vous n'êtes pas obligé d'écouter le podcast sur le site. Vous pouvez l'écouter depuis Spotify, depuis Apple Podcast ou depuis Google Podcast. Voilà mes chers, la semaine prochaine, Change Readiness au niveau managérial. D'ici là, bonne semaine. Ciao.